Elle est la petite fille d'Henri IV, la nièce de Louis XIII et la cousine germaine de Louis XIV. Mais c'est pourtant une princesse méconnue que je vais vous faire découvrir. Fille de France et richissime héritière, Anne-Marie-Louise d'Orléans aime vivre dans de magnifiques demeures, comme ce château de Saint-Fargeau en Bourgogne, à une quarantaine de kilomètres d'Auxerre. Mais ce n'est pour elle qu'une propriété parmi bien d'autres, car celle que l'on appelle la Grande Mademoiselle est au XVIIe siècle le plus beau parti du royaume de France. Courtisée dès son enfance par tous les grands princes d'Europe, elle aurait pu être reine de Portugal, d'Espagne ou même d'Angleterre. Mais elle rêve en secret d'épouser son jeune cousin, le roi Soleil. Une illusion perdue sous la Fronde lorsqu'elle fait tirer les canons de la Bastille sur les troupes royales. Bannie de la cour, elle trouve pourtant la force de résister à cet exil. Et à plus de 40 ans, elle tombe follement amoureuse du comte de Lauzun, un séducteur bellâtre et volage que la Grande Mademoiselle veut épouser à tout prix, alors que toute la cour crie au scandale. Anticonformiste, féministe avant l'heure, cette princesse frondeuse fait preuve d'une volonté d'indépendance et d'une audace exceptionnelle pour une femme de son rang. Mêlée à la grande histoire comme au petit secret de cour qu'elle raconte avec jubilation dans ses mémoires, la Grande Mademoiselle mérite vraiment, vous allez le voir, de figurer au premier rang des femmes illustres du grand siècle. La vie d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, c'est l'histoire d'une princesse orpheline qui a perdu sa mère dès sa naissance et reçu d'elle un incroyable héritage. Elle avait une énorme fortune, énorme. Vous prenez Bill Gates, Steve Jobs, rajoutez Rockefeller, eh bien vous n'y êtes pas encore. Mademoiselle est la plus riche héritière d'Europe. La princesse est courtisée par les plus grands monarques européens. Mais contre toutes les conventions, elle refuse de se laisser imposer un mari. Elle ne veut ni obéir à son père, ni obéir au roi Louis XIV. Elle veut décider par elle-même. Elle cherche à prendre en main son propre destin. À 25 ans, la princesse s'engage politiquement dans la Fronde et se rebelle une nouvelle fois contre son cousin Louis XIV. Elle passe à l'action, elle entre dans la politique, elle devient quelqu'un qui compte. Elle va pouvoir faire entendre sa voix. Transformée en guerrière, elle ouvre le feu sur les troupes royales. Mais la frondeuse vaincue va payer très cher son coup d'éclat. Mademoiselle reçoit une lettre de Louis XIV qui l'enjoint de quitter Paris. Elle va être obligée de partir en exil. Réfugiée dans ses magnifiques châteaux, Anne-Marie-Louise d'Orléans se métamorphose en femme d'affaires. Une nouvelle preuve de son anticonformisme. Mademoiselle est une femme qui, toute sa vie, met un point d'honneur à gérer elle-même sa fortune et ses biens. Toujours en quête d'amour, la princesse connaît à plus de 40 ans son premier coup de foudre. Elle s'enflamme pour le comte de Lauzun, un petit noble désargenté. Entre deux, il y a un gouffre social. C'est un courtisan accompli, c'est un flambeur, c'est un gigolo qui plus est. Follement éprise de Lauzun, Mademoiselle le couvre de cadeaux et fait de lui un homme riche. Il s'offre à Paris, sur l'île Saint-Louis, ce magnifique hôtel particulier, un Versailles en miniature, en plein cœur de la capitale. Sa visite n'est réservée qu'à quelques privilégiés. Malgré l'opposition de la cour et du roi, la princesse insoumise va lutter jusqu'au bout pour épouser cet homme qui n'est pas de son rang. Elle ne cesse de combattre tout au long de sa vie pour son indépendance. Une femme est heureuse à partir du moment où elle peut faire ses propres volontés. Donc ça, c'est quand même avant-gardiste pour l'époque. La Grande Mademoiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans, une femme libre, envers et contre tous. Nous voici dans la salle à manger du château de Saint-Fargeau, aménagée à la base d'une tour de défense médiévale. Le décor, évidemment, n'est plus celui du XVIIe siècle, à l'exception de cette cheminée. Mais c'est Anne-Marie-Louise qui a fait percer cette fenêtre pour apporter un peu de lumière à la pièce dans un mur de 3,50 m d'épaisseur. Ici, on retrouve un très beau portrait de son père, Gaston d'Orléans. Selon l'étiquette de la cour, on appelle le frère cadet du roi Monsieur et sa fille Mademoiselle. Anne-Marie-Louise d'Orléans ne deviendra la Grande Mademoiselle que plus tard,
pour la distinguer de la fille aînée de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Dans le grand salon du château, la grande mademoiselle est représentée en bâtisseuse. Et regardez de plus près ce portrait. Il est en fait formé de deux parties. Le médaillon central, qui représente le visage d'Anne-Marie-Louise, a été peint au XVIIe siècle. Et 2 siècles plus tard, un autre artiste a complété ce tableau avec un portrait en pied et tout le décor qui l'entoure. Voici donc le portrait d'une richissime héritière à qui tout semble réussir, mais vous allez voir que le destin ne l'a pourtant pas épargnée. Au palais du Louvre, résidence de la cour de France, la grande mademoiselle est la princesse la plus en vue du royaume. À 20 ans, Anne-Marie-Louise d'Orléans impressionne les courtisans par son ascendance prestigieuse. Mademoiselle a l'orgueil de ses ancêtres. Elle descend en ligne directe de Saint-Louis et elle ne l'oubliera jamais. Elle est très fière de ses ancêtres. Hein. C'est la petite-fille d'Henri IV. Donc elle a des chromosomes Bourbons absolument fantastiques. Son père était le frère de Louis XIII, elle était la cousine de Louis XIV. Elle était tout à fait au sommet de l'État. C'était vraiment une dynastie qui avait un rayonnement extraordinaire dans la France et dans l'Europe du temps. Alors, mademoiselle, c'est une femme qui est grande. Elle est blonde, elle a les yeux bleus. Quand on l'observe, on s'aperçoit qu'elle a le nez très fort, busqué, très bourbon, et puis qu'elle a une carrure très virile. Elle est très masculine, la grande mademoiselle. On dirait même qu'elle est un peu homasse. Elle était plutôt moche. Elle est née extrêmement riche, donc elle était belle vue de dot. Anne-Marie-Louise d'Orléans n'a pas reçu la beauté, mais la fortune en héritage. Descendante des Bourbons-Montpensier, sa mère lui a légué des terres dans toute la France et plusieurs châteaux, comme Saint-Fargeau et Champigny-sur-Veude. Chaque année, les rentes de ses propriétés viennent enrichir un peu plus la princesse. Mademoiselle a à peu près 500 000 livres de revenus, c'est considérable. Aujourd'hui, si on veut faire des correspondances en euros, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous prenez Bill Gates, vous prenez Warren Buffett, vous prenez Steve Jobs, rajoutez Rockefeller, et bien vous n'y êtes pas encore. Mademoiselle est la plus riche héritière de France et on peut dire la plus riche héritière d'Europe. Anne-Marie-Louise ne se contente pas de profiter de sa fortune. Elle gère elle-même ses affaires. Illustration dans l'une de ses terres, la principauté de Dombes, près de Lyon. Mademoiselle gouverne avec autorité cette région de 20 000 habitants. À Trévoux, capitale de la principauté, le magnifique parlement de Dombes rappelle sa présence. Je vous apporte ici des pièces de monnaie, puisque Anne-Marie-Louise d'Orléans rendait justice, mais avait aussi le pouvoir de frapper monnaie. Donc on retrouve son portrait ici, sur cette pièce, par exemple, où on reconnaît son profil de Bourbon. Ces pièces de monnaie vont connaître un succès inattendu. Dans les années 1660, elle va développer le commerce avec le Levant, les pays du Moyen-Orient, et on va produire des pièces spécifiques à ce commerce-là. Ces pièces vont connaître un succès assez phénoménal parce qu'on voit le portrait d'une femme et que c'est interdit dans ces pays-là. Donc elles vont attirer énormément de monde et les femmes vont les porter sur des parures pour décorer leurs vêtements. La grande mademoiselle encourage aussi le travail des métaux. Elle instaure à Trévoux une fiscalité réduite qui attire dans la ville les tireurs d'argent. L'activité de ces artisans qui transforment les lingots de métal en fils très fins dope l'économie de la principauté. Ces fils d'argent se vendent dans toute la France. Vous voyez ici un carnet d'échantillons. Ça appartenait à une maison de commerce lyonnaise, avec ici des fils d'argent en haut et en bas des fils d'argent dorés. Avec ces fils, on fabrique par exemple des gilets. Ici, vous avez des fils d'argent qui sont utilisés dans le tissage du filet et également des fils d'argent dorés qu'on retrouve dans la broderie. Cette princesse très douée en affaires a apparemment tout pour être heureuse. Pourtant, Anne-Marie-Louise d'Orléans va connaître de terribles épreuves. Sa naissance elle-même, en 1627, est une déception pour ses parents.
Gaston d'Orléans et Marie de Montpensier attendent leur enfant avec impatience. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on voudrait savoir quel est le sexe de cet enfant. Alors c'est très important. Louis XIII a une santé fragile et Gaston d'Orléans peut espérer avoir un jour le trône. Après 12 années de mariage, le roi Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche tentent désespérément de donner un héritier à la couronne. Les fausses couches de la reine se succèdent. Vous ne serez jamais mère. Votre ventre est un cimetière. Donc l'héritier de la couronne était le père de mademoiselle, Gaston d'Orléans. Et puis derrière, il y a la succession. Il y a qui en prendra le sceptre du roi. Et donc, ça pourrait être le fils de Gaston d'Orléans, si bien sûr c'est un fils. Hélas, non, c'est une petite fille qui vient de voir le jour. D'ailleurs, Louis XIII respire et dit « Ouf, Dieu soit loué, tout est fendu », faisant allusion, évidemment, à la partie délicate de l'anatomie du nourrisson. Sa naissance en elle-même est presque une désolation pour Gaston, qui attendait un fils. Elle a le malheur d'être une fille, et elle est accueillie par une sorte de déception paternelle qui la marquera toute sa vie. Alors que Gaston d'Orléans voit ses rêves s'écrouler, un drame survient qui va marquer à jamais Anne-Marie-Louise. Mademoiselle perd sa mère dans les jours qui suivent sa naissance, donc elle est déjà orpheline. La princesse a beau être l'héritière la plus riche et la plus titrée du royaume, elle souffrira toute sa vie de l'absence de cette mère. La petite fille se tourne alors vers son père avec l'espoir qu'il comblera son besoin d'amour. Gaston d'Orléans est quelqu'un qui est absent complètement dans l'éducation et même dans l'affection qu'il devrait porter à cet enfant. C'est un joueur, c'est un coureur de jupons, un jouisseur au sens large. Gaston ne s'intéresse pas vraiment à sa fille, Anne-Marie-Louise. Il s'en va, il est toujours un petit peu en vadrouille, puis il va chercher une autre femme. Il se remarie assez vite, donc à Marguerite de Lorraine, une princesse Guise. Au fond, c'est ce qui fera tort à mademoiselle, c'est que le père va très vite fonder un second ménage. Et cette nouvelle belle-mère n'aime pas l'enfant de Gaston d'Orléans. Donc elle se sent de plus en plus écartée, et son père, Gaston d'Orléans, ne fait rien pour se rapprocher d'elle. Orpheline de mère et délaissée par son père, la petite Anne-Marie-Louise se trouve heureusement des parents de substitution. La petite grande mademoiselle, elle est bichonnée par le Louis XIII et par Anne d'Autriche, parce qu'ils sont encore, eux, dans l'attente d'un heureux événement. Et elle les appelle mon petit papa et ma petite maman. Et Louis XIII, on pense que c'est quelqu'un de très bourru, quelqu'un d'extrêmement sévère. Ben, il se montre très gentil avec sa petite nièce. Louis XIII s'amusait de cette familiarité. Anne d'Autriche l'acceptait aussi. Il y a une espèce de douceur du couple souverain. Mais Richelieu voit ça d'un très mauvais œil. Richelieu n'aimait pas Gaston d'Orléans, n'aimait pas les Orléans. Malgré les réticences de leur principal ministre, le roi et la reine veillent sur leur petite nièce et l'installent tout près de leur palais du Louvre, dans des appartements d'un luxe et d'un raffinement extrême. Mademoiselle est élevée dans le palais des Tuileries que Marie de Médicis avait fait construire. C'est donc une résidence qui est moderne, qui est gaie. C'est un palais extraordinaire. Elle a une maison, comme on disait à l'époque, très importante. 300 personnes à son service. Des médecins, un maître d'armes, des jardiniers, des verduriers qui s'occupaient uniquement des salades de mademoiselle. Il faut résister à 300 personnes qui font véritablement tout ce que vous voulez. C'est un enfant gâté pourri. Elle n'en fait qu'à sa tête. Et alors ça lui restera, évidemment, parce qu'elle sera du genre à ne pas supporter la plus petite contrariété, puisqu'on lui donnait tout, on lui apportait tout. Elle sera du genre à taper du pied violemment dès que l'occasion s'en présentera, parce qu'elle ne veut pas qu'on dise non. L'éducation de la princesse ne fait rien pour arranger son caractère et l'enferme plus encore dans son monde. La petite fille est surtout entre les mains d'une gouvernante qui est très indulgente, et Madame de Saint-Georges ne cesse de lui dire qu'elle est descendante de Saint-Louis, qu'elle a des ancêtres magnifiques, qu'elle est la petite fille d'Henri IV, et tout cela monte à la tête de cette petite fille. Madame de Saint-Georges apprend parfaitement à mademoiselle toutes les dynasties
d'Europe du temps. Mademoiselle reçoit l'éducation de toutes les princesses, c'est-à-dire une éducation, je dirais, très mondaine. Il s'agit de savoir se tenir à la cour, il s'agit de savoir danser. On ne lui apprend pas le latin, on ne lui apprend pas la philosophie ni la science, puisque c'était des domaines réservés aux garçons. Elle n'a pas de précepteur et elle est très peu initiée à la culture savante. Éminence, c'est un miracle. La reine est grosse. La reine est grosse. À la bonne heure. Prions pour qu'elle donne un héritier à la couronne. Anne d'Autriche invite sa petite nièce à partager son bonheur d'être enceinte. Mais la naissance tant espérée, dont tout le royaume se réjouit, tourmente la jeune orpheline. Et la petite Anne-Marie-Louise, eh ben, elle se sent un peu délaissée. Elle craint que cet enfant qui va naître fasse que ses parents d'adoption, ses parents de substitution, la délaissent un peu. La reine Anne d'Autriche, pour rassurer sa nièce, lui dit « Mais ne vous inquiétez pas, un jour, mon enfant, vous serez ma belle-fille. » Qu'est-ce que comprend l'enfant, cet enfant, hein, dans sa tête de 11 ans? Elle se dit « Si je vais être sa belle-fille, c'est que elle va avoir un garçon et que cet enfant va m'épouser. Et donc, qu'un jour, je serai reine. » À Saint-Germain-en-Laye, le 5 septembre 1638, la reine a la joie de mettre au monde un fils, le futur Louis XIV. Anne-Marie-Louise est enchantée de découvrir le nouveau-né. Le cœur battant, elle s'avance vers le berceau où il repose et Anne-Marie-Louise s'écrie « Voici donc mon petit mari ». Alors, eh bien voilà, son mari vient de voir le jour et elle en est définitivement convaincue. Ce qui fait rire la reine, mais ce qui n'amuse pas du tout Richelieu, qui la reprend et qui lui interdit de dire cela. Ce qui n'est qu'un mot d'enfant devient une affaire presque politique. Il va même jusqu'à convoquer cet enfant de 11 ans, lui faire la morale, lui expliquer que ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'elle sorte ses idées farfelues de sa tête. Évidemment, Richelieu, il a d'autres projets pour le futur Louis XIV. Pour lui, un mariage, ça ne peut être qu'un mariage diplomatique, un mariage avec une princesse étrangère. Ça peut être quelque chose qui ne peut que servir les intérêts de la France. Donc, ce ne sera pas elle. Et mademoiselle est fort en colère. Donc on voit le caractère rebelle de la petite fille qui n'aime pas être commandée, qui n'aime pas être réprimandée. Et on a aussi en germe son rêve d'épouser le futur roi Soleil. 4 ans plus tard, la mort de Richelieu, remplacé par Mazarin, puis le décès de Louis XIII ne font que renforcer l'ambition de mademoiselle de se marier au futur roi. Âgé de 5 ans, le dauphin est encore trop jeune pour régner. Anne d'Autriche, qui aime beaucoup mademoiselle, devient régente. Et mademoiselle vit beaucoup à la cour, dans l'entourage de la reine et du petit Louis XIV. C'est une année qui marque la fin de l'enfance, qui marque le début de l'entrée dans la vie adulte et le début de la vie mondaine de mademoiselle. À 16 ans, Anne-Marie-Louise est très liée à la nouvelle régente du royaume. L'adolescente l'accompagne partout, et notamment au monastère du Val-de-Grâce, que la reine fréquente avec assiduité. Dans les premiers temps de la Régence, Anne-Marie-Louise d'Orléans se rapproche plus encore de sa tante Anne d'Autriche. Les deux femmes se retrouvent parfois à Paris, dans cette abbaye du Val-de-Grâce que la reine a fondée une vingtaine d'années plus tôt et où elle aime se retirer. C'est ici que la très pieuse Anne d'Autriche fait construire une nouvelle église pour remercier Dieu de la naissance de son fils tant désiré. La première pierre est posée en 1645 par le jeune roi, âgé de 7 ans. Aujourd'hui, le Val-de-Grâce n'a rien perdu de son prestige. Il abrite un musée remarquable et une école où sont formés les médecins militaires. Nous sommes à présent dans l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce, célèbre pour ce baldaquin monumental dont les colonnes torses sont directement copiées sur celles de Saint-Pierre de Rome. Admirez sur la coupole cette gigantesque fresque signée Pierre Mignard et qui réunit pas moins de 200 personnages. Parmi les anges, les saints
et tous les bienheureux, vous pouvez apercevoir Anne d'Autriche qui offre à la Vierge une maquette, celle de cette église qui ne sera achevée qu'après la mort de la reine. En 1648, 5 ans après le début de la Régence, une révolte éclate dans le royaume. C'est le déclenchement de la Fronde, dirigée contre Anne d'Autriche et son puissant ministre, le cardinal Mazarin. Cet événement historique va bouleverser le destin de la grande mademoiselle. Contre toute attente, la jeune princesse va jouer, dans cette période troublée, un rôle majeur, mais à ses risques et périls. À Paris, comme dans les provinces du royaume, la colère gronde. Le peuple et les parlements se rebellent contre la monarchie absolue. Ces frondeurs prennent pour cible Mazarin, qui gouverne le pays d'une main de fer. Il y a dans Paris des barricades, il y a une atmosphère épouvantable, on se révolte. Le peuple a faim. Le peuple est assommé par les impôts. Et aussi les parlementaires, qui bien évidemment voient dans cette révolte populaire l'occasion pour eux de renégocier l'équilibre des pouvoirs entre la monarchie, les grands princes et eux. Voyant venir les choses, toute la cour s'enfuit à Saint-Germain dès le début de l'agitation du peuple. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, eh bien, ils le font de nuit, sans avoir prévenu personne. Le petit roi, son jeune frère, la reine Anne d'Autriche, quittent le palais royal. Mademoiselle a été réveillée en pleine nuit et elle suit la famille royale jusqu'à Saint-Germain. Une famille royale qui s'enfuit dans la nuit, comme ça, chassée par l'émeute, c'est très romanesque. Et Mademoiselle est sensible au caractère tout à fait étonnant, mouvementé, à l'aventure que ça représente. Grisée par cette expédition nocturne qui dure plusieurs heures, la grande mademoiselle vit avec insouciance cette fuite à Saint-Germain. Mais lorsque la princesse arrive au château, elle doit rapidement déchanter. Eh bien, nous sommes dans la cour du château de Saint-Germain-en-Laye, cette grande résidence royale depuis le Moyen-Âge. Et dans cette nuit très froide, du 5 au 6 janvier 1649, on est dans un château à l'abandon, si j'ose dire. On est en hiver, et lorsque les rois viennent à Saint-Germain, ils y viennent souvent au printemps et en été. Il n'y a donc pas de meubles, et on couche à même le sol. Ce sont des conditions épouvantables. Certaines vitres sont cassées, on entend les rats qui courent le long des parquets, et la famille vit alors ses 10 premiers jours dans la plus grande précarité. Privée de ses domestiques et de ses effets personnels, Anne-Marie-Louise a du mal à dormir et se plaint de la situation. Mais après une dizaine de jours, le confort s'améliore dans le château et la princesse retrouve sa bonne humeur. D'une certaine manière, c'est la fin d'une forme de précarité. On retrouve une vie normale, elle récupère ses vêtements, ses usages, ses bijoux, et cela assure d'une certaine façon sa vie quotidienne ici à Saint-Germain. Que fait-elle ? Eh bien, elle va chasser, elle va se divertir dans le parc, dans le domaine, elle joue au jeu de boules, elle joue au jeu de paume, bref, les activités d'une jeune princesse de sang royal de son âge. Alors qu'Anne-Marie-Louise ne pense qu'à s'amuser, la contre-attaque de l'armée royale s'organise pour reprendre la capitale aux frondeurs. À 28 ans, le prince de Condé, cousin de Mademoiselle, est l'un des plus grands chefs militaires du royaume. Le jeune stratège impose à la capitale un blocus qui affame la population. 2 mois plus tard, les frondeurs doivent rentrer dans le rang. La grande mademoiselle ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe à Paris. Lorsque le traité de paix est signé, d'une certaine façon, entre les insurgés et le roi, elle ne s'y intéresse que très peu. De retour dans son palais des Tuileries, Anne-Marie-Louise d'Orléans retrouve les mondanités parisiennes. Mais pendant ce temps, la situation politique s'envenime. Le prince de Condé estime qu'il n'est pas reconnu selon ses mérites. Après sa victoire sur les Parisiens, il se considère un petit peu comme le sauveur de la monarchie. Condé considère que ce serait à lui de jouer le rôle principal à côté du jeune Louis XIV et il veut se débarrasser de Mazarin. Mazarin fait arrêter Condé et il fait arrêter également les autres princes, les Conti qui appartiennent, qui sont des cousins des Condé. Tout ça, c'est la famille royale élargie. Le père de Mademoiselle, Gaston d'Orléans, n'accepte pas que des membres de sa famille soient arrêtés par le cardinal. Il fait pression pour obtenir leur libération.
Gaston d'Orléans, qui a beaucoup comploté et peu réussit un coup politique formidable en 1651. C'est la libération des princes frondeurs. Donc les princes sont libérés, on pense que tout cela va s'arranger, s'apaiser, que la fronde est terminée, mais pas du tout. La libération de ces princes, grâce à Gaston d'Orléans, va entraîner un mouvement qui va faire que la fronde va se développer. Les princes frondeurs, désormais alliés au Parlement, s'opposent au pouvoir royal et réclament le départ de Mazarin. La guerre civile fait rage partout en France. Et contre toute attente, Mademoiselle va se retrouver en première ligne. Donc vous avez d'un côté Condé et de l'autre Turenne. Condé, c'est la fronde, Turenne, c'est le roi. Et les deux progressent vers Orléans. Alors, qui fera rentrer qui à Orléans? La question, on la pose à Gaston d'Orléans, parce que Gaston d'Orléans, c'est chez lui. Gaston d'Orléans, qui n'est pas le courage incarné, n'a pas envie d'aller se battre à Orléans. Il est un peu comme Ponce Pilate, il s'en lave les mains, et vous savez ce qu'il fait? Il va dire à sa fille, cette fille qu'il a un peu délaissée, qu'il n'a pas beaucoup aimée, il va dire, c'est à vous d'y aller et c'est à vous de négocier à ma place. Orléans, c'est un peu chez vous aussi, finalement, donc allez-y et débrouillez-vous. Alors qu'elle n'a pas la moindre expérience politique ni militaire, Anne-Marie-Louise accepte la mission que lui confie son père. La jeune princesse y voit une chance de gagner enfin son affection. Mais elle espère aussi réaliser un vieux rêve qui lui tient à cœur. Ça y est, elle est dans la lumière, elle passe à l'action, elle entre dans la politique, elle devient quelqu'un qui compte, elle va pouvoir faire entendre sa voix. Il y a une grande naïveté chez la grande mademoiselle. Elle pensait que, en s'imposant comme une puissance avec laquelle il fallait compter, elle pourrait gagner son mariage avec Louis XIV. Elle y va, elle est contente, elle prend son carrosse, elle galope, et puis elle quitte le carrosse, elle monte à cheval et elle arrive à Orléans. Mais après 2 jours de voyage, la princesse et son escorte militaire se heurtent aux remparts qui protègent la ville. Les murailles d'Orléans ont aujourd'hui disparu du paysage urbain. Et pour revivre la formidable épopée d'Anne-Marie-Louise, il faut s'enfoncer sous la chaussée. Nous allons aller voir les derniers restes des murailles qui entouraient Orléans à l'époque où la grande mademoiselle est arrivée à Orléans. Nous sommes ici à l'emplacement de la porte Bagné et donc nous allons voir en sous-sol ce qui reste aujourd'hui des murailles. À 6 mètres sous terre, nous pénétrons dans un monde mystérieux qui est habituellement fermé à la visite. Ce sont les vestiges de l'impressionnante porte Bagné, devant laquelle se trouve Anne-Marie-Louise en 1652. Des murs de 9 mètres d'épaisseur que la princesse ne peut faire enfoncer. La grande mademoiselle, quand elle arrive devant la porte Bagné, elle se présente. Elle est la fille du duc d'Orléans et elle pense qu'on va lui ouvrir les portes. Or, ce n'est pas le cas. Et au bout de 3 heures, elle va perdre patience et donc elle va descendre vers la Loire pour essayer de trouver une ouverture plus facile. Les portes restent fermées, car les autorités municipales, par peur des représailles, ont décidé de rester neutres dans cette guerre civile. Mais la princesse ne se décourage pas. Arrivée sur les bords de Loire, elle rencontre des bateliers qui la conduisent devant une porte moins solide que les autres. Les bateliers se mettent à défoncer la porte, à défaire les planches de la porte, de façon à faire un trou pour laisser passer la grande mademoiselle. Quand le trou est prêt, on la pousse à travers la porte et elle est accueillie de l'autre côté par le gouverneur et les conseillers de la ville parce qu'il leur faut bien rendre hommage à la fille du duc d'Orléans. Et par contre, la population, elle, l'acclame du fait de sa popularité à l'intérieur de la ville d'Orléans. Portée en triomphe, la grande mademoiselle se dirige vers l'hôtel de ville. Elle veut maintenant convaincre les autorités de ne pas ouvrir les portes d'Orléans aux troupes du roi. Donc nous sommes ici dans l'ancien hôtel de ville d'Orléans, qui a été l'hôtel de ville jusqu'à la Révolution française. Et c'est donc dans ces lieux que la grande mademoiselle va faire son premier discours en public. Elle a 25 ans, elle est très impressionnée, mais elle prend sur elle et elle convainc l'Assemblée de ne pas ouvrir les portes aux armées royales qui sont juste devant Orléans. D'un point de vue personnel, c'est un très grand succès. Et elle est infiniment touchée quand elle reçoit cette lettre de la part de son père qui lui dit « Vous m'avez sauvé Orléans ». Elle a le sentiment d'être à la hauteur, en quelque sorte, de la mission qui lui a été confiée. Donc c'est un très grand réconfort pour elle. De retour à Paris, la princesse guerrière décide de faire immortaliser son premier exploit personnel. Et c'est en Amazone qu'elle pose devant le peintre Beaubrun, célèbre pour ses portraits de reine de France.
Elle est naturellement plus qu'enthousiasmée parce que on la reconnaît comme étant quasiment un chef de guerre. C'est une métamorphose, c'est une nouvelle naissance à caractère politique. Elle est enfin entrée dans ce personnage de la frondeuse. Elle est reconnue comme une frondeuse par tout le monde. À l'été 1652, la guerre civile se déplace devant Paris, à l'extérieur des remparts de la ville. Les 12 000 soldats de l'armée royale sous les ordres de Turenne s'apprêtent à fondre sur les troupes de Condé, coincées au pied des murailles. La seule personne qui peut l'aider à entrer dans Paris, c'est Gaston d'Orléans. On s'étonne. Gaston d'Orléans, c'est plutôt quelqu'un qui est du côté de la Fronde. Oui, mais on sait que c'est quelqu'un qui est un peu gris, qui est tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre. Et surtout, c'est l'oncle de Louis XIV et le lieutenant général du royaume. Lui, et lui seul peut-être, peut agir auprès de l'hôtel de ville pour faire ouvrir ces fameuses portes et libérer Condé. Mais fidèle à lui-même, Gaston d'Orléans se dérobe. Il fait savoir à Condé qu'il est malade. Anne-Marie-Louise décide aussitôt de passer à l'action. Mademoiselle va voir son père, et Mademoiselle le trouve très tranquillement chez lui, dans le palais du Luxembourg, et son père lui dit qu'il n'est pas vraiment malade, mais suffisamment malade pour ne pas sortir. Elle demande à Gaston d'intervenir avec beaucoup d'insistance, elle verse même quelques larmes. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est Gaston d'Orléans qui, une fois de plus, envoie au casse-pipe sa fille. Sans hésiter, la grande mademoiselle se précipite à l'hôtel de ville et fait pression sur les autorités municipales pour obtenir l'ouverture des portes. Puis, sans perdre un instant, elle rejoint Condé au cœur des combats. Mademoiselle se rend sur les lieux, elle voit les portes de Paris s'ouvrir. Et puis, pour voir un peu comment ça se passe, elle arrive au pied de la Bastille, elle monte les 300 marches qui mènent jusqu'à la plateforme, la dernière plateforme. Oh, puis que voit-elle? Eh bien, elle voit que les troupes de Turenne se précipitent sur celles de Condé et que ça va très mal se terminer. Elle s'adresse au gouverneur de la Bastille, qui est le sieur de Louvière, et elle lui demande d'actionner les canons pour protéger les troupes de Condé, donc de les diriger sur les troupes du roi. Dompté par cette énergie incroyable de cette jeune fille, il lui obéit et pointe le canon sur les troupes du roi. Les coups de canon partent. Ces coups de canon désorganisent l'armée de Turenne, ce qui permet à celle de Condé de s'engouffrer dans la capitale. Les portes sont refermées et c'est ainsi que l'armée de Condé est sauvée. Au comble de l'exaltation, Mademoiselle est très fière d'avoir sauvé Condé et ses hommes. Mais dans l'euphorie du moment, elle ne se rend pas compte de la gravité de l'acte qu'elle vient de commettre. Elle est la cousine germaine de Louis XIV, qu'elle envisageait d'épouser quand elle était jeune, et elle fait tirer les canons de la Bastille sur Louis XIV. Un boulet vient rouler au pied de Mazarin et de Louis XIV, un boulet perdu. Et Mazarin regarde ce boulet en disant « Eh bien, ce boulet a tué son petit mari ». Après 3 mois, les troupes royales reprennent Paris. À 13 ans, Louis XIV, désormais majeur, règne sur le pays. Et pour asseoir son autorité, il sanctionne les frondeurs, à commencer par sa cousine. Elle reçoit une lettre, comme une lettre de cachet du roi, n'est-ce pas, de Louis XIV, qui dit « Vous êtes prié de quitter les Tuileries et de vous éloigner de Paris le plus loin possible. » Bien entendu, elle va être obligée de partir en exil. Et là, il y a une scène très pénible entre le père et la fille, parce que Gaston d'Orléans dit à sa fille qu'elle a voulu jouer les héroïnes et qu'elle n'a fait que des erreurs. Elle lui répond qu'elle a agi pour lui, pour le royaume, parce qu'elle se sentait investie d'une mission. Trahie par son père, qu'il avait pourtant autorisé par écrit à faire tirer les canons de la Bastille, bannie de la cour par le roi et abandonnée par la reine Anne d'Autriche, Mademoiselle subit la défaite et l'humiliation après avoir connu la gloire. À l'automne 1652, la frondeuse déchue doit fuir Paris. La grande mademoiselle se réfugie ici, dans son château de Saint-Fargeau. À 25 ans, Anne-Marie-Louise d'Orléans n'est encore jamais venue dans cette propriété bourguignonne. Si elle a choisi de s'y installer, c'est que Saint-Fargeau ne se trouve qu'à 3 jours de carrosse de Paris et que, d'après son secrétaire, c'est le plus beau château qu'elle possède. Mais quand elle arrive ici, en novembre 1652,
Sa surprise est grande. Habituée au luxe et au raffinement du palais des Tuileries, la grande mademoiselle découvre ici une vieille bâtisse médiévale très mal entretenue. En entrant dans la cour, elle est épouvantée. L'herbe lui arrive jusqu'aux genoux et toutes les portes et les fenêtres sont cassées. Est-ce donc cela son plus beau château? Déjà très abattue par les épreuves qu'elle vient de subir, la princesse exilée fond en larmes. Mais dans les jours suivants, la grande mademoiselle se ressaisit. Elle décide d'entreprendre d'importants travaux. Après les aménagements les plus urgents qui sont réalisés par des artisans locaux, la princesse fait venir de Paris l'architecte François Levaux. Celui-ci rehausse les toits d'élégants lanternons qui donnent au château de Saint-Fargeau une silhouette moins austère. Et il bâtit de nouvelles façades dans cette cour afin d'agrandir l'espace intérieur. Et regardez bien, entre les fenêtres du deuxième étage, vous pouvez distinguer le monogramme d'Anne-Marie-Louise d'Orléans formé par les lettres AMLO, ainsi que les armoiries, le blason de la grande mademoiselle, les 3 fleurs de lys avec le lambel d'Orléans. Grâce à ces travaux, le château de Saint-Fargeau devient très confortable. La grande mademoiselle l'appelle même son palais enchanté. Mais le confort de ce château, qui n'est qu'une prison dorée, ne peut lui faire oublier le sort qui est le sien. Bannie de la cour et rejetée par la famille royale, Anne-Marie-Louise d'Orléans va tenter de résister à cette nouvelle épreuve. Une épreuve qui, vous allez le voir, va la transformer. Louis XIV, Anne d'Autriche et Mazarin sont convaincus que la princesse exilée va s'effondrer et implorer leur pardon. Elle va tout faire pour les détromper. À Saint-Fargeau, mademoiselle va vouloir s'affirmer. Elle va le faire en organisant une petite cour, essentiellement féminine, une petite cour de relations bourguignonnes, parisiennes, et elle fait venir beaucoup de ses amis. Elle fait venir Madame de Sévigné, elle fait venir Madame de Lafayette, des membres de la famille royale, éloignés au moins, qui vont petit à petit attirer l'attention de Paris sur ce qui se passe à Saint-Fargeau. Au fond, c'est un lieu de résistance, d'autonomie face à un pouvoir royal qui l'a exilé. Pour remporter ce nouveau combat qui l'oppose au roi, l'ancienne Amazone de la Fronde se choisit une arme inattendue. Elle décide de faire de son vieux château médiéval un centre incontournable de l'art et de la culture. Alors, mademoiselle va organiser des représentations théâtrales. Des représentations théâtrales qui se déroulent dans cette vaste pièce avec des dramaturges que l'on connaît. Mademoiselle aime la farce, elle aime bien rire, comme tous les Bourbons. Mademoiselle aime la tragédie. Elle a une troupe de théâtre à son service. Et certains de ses comédiens avaient joué avec Molière au temps de l'illustre théâtre en 1643, une dizaine d'années auparavant. Dans sa résistance artistique au pouvoir royal, mademoiselle dispose d'un atout de poids. L'un des plus grands compositeurs du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Lully. C'est elle qui a découvert le virtuose 7 ans plus tôt, quand elle était encore à Paris. Elle a envie un beau jour d'apprendre l'italien et elle demande au chevalier de Guise, qui est un de ses parents assez proches, d'aller lui ramener d'Italie un répétiteur d'italien. Le chevalier de Guise revient avec un garçon très laid, paraît-il, et ce garçon s'appelle Lully. Et mademoiselle est surprise de voir ce petit jeune homme qui ne l'inspire pas du tout. Le courant ne passe pas entre Lully et la grande mademoiselle, si bien qu'elle l'envoie aux cuisines plutôt que de l'utiliser comme professeur d'italien. Imaginez le destin de la musique classique si Lully était resté aux cuisines. Heureusement, il se met à jouer du violon et un soir ou un matin, elle passe dans les communs, elle entend cette douce musique et elle se dit « mais qui joue aussi bien ?» On lui dit « mais madame, c'est Lully ». Lully sorti des cuisines par la grande mademoiselle, l'histoire est peut-être trop belle. Mais c'est bien grâce à elle que le jeune employé a pu devenir un virtuose. Lully se rend ainsi sur sa recommandation à l'église Saint-Louis des Jésuites à Paris, fondée par Louis XIII et Richelieu. À 14 ans, il va y compléter sa formation. Quand Lully arrive en France, il sait jouer de la guitare, il sait jouer du violon,
mais il n'a pas encore appris à composer. Et pour apprendre à composer, il faut aussi apprendre à jouer d'un instrument à clavier, c'est-à-dire soit d'un clavecin, soit de l'orgue. Grâce à la pratique intensive de l'orgue, Jean-Baptiste Lully signe la toute première œuvre de sa carrière. Un ballet comique qu'Anne-Marie Louise fait représenter devant ses invités avant son départ en exil. Le musicien se fait alors remarquer à la cour, et pas seulement par son talent. Et au bout d'un moment, il a commencé à faire un certain nombre de facéties, dansait aussi. Elle l'appelait son petit baladin. Un jour, la grande mademoiselle reçoit des personnes de qualité. Elle se promène dans un jardin. Lully, qui connaît l'itinéraire du cortège, repère un socle de statues vides, se déshabille, s'installe sur le socle dans une pose de statue antique. Alors on a trouvé que c'était scandaleux, que c'était abominable, mais mademoiselle a trouvé que c'était une bonne farce et elle ne l'a absolument pas châtié. Malgré tout ce qu'il lui doit, l'ambitieux musicien refuse de rester auprès de mademoiselle à Saint-Fargeau. Quelques jours après son arrivée en Bourgogne, Lully quitte la frondeuse vaincue pour entrer au service du roi victorieux. Très apprécié par le jeune Louis XIV, Lully participe à la création du fameux Ballet de la Nuit. Un spectacle qui n'est pas seulement artistique. Il y a une donnée politique dans le Ballet de la Nuit. À la fin de l'œuvre, le roi apparaît en soleil et les fils des grandes familles, y compris des familles frondeuses, se soumettent au soleil. Et c'est une allégeance au roi. En exil à Saint-Fargeau, la grande mademoiselle entend parler des succès de Lully et elle s'en réjouit. Pourtant, Lully est parti travailler chez le roi, celui qui l'a exilé à Saint-Fargeau. La grande mademoiselle, malgré cette défection, n'en veut pas à Lully, mais c'est aussi l'illustration de son caractère. C'est une femme généreuse et qui n'est pas rancunière. Dans son château de Bourgogne, mademoiselle se lance dans une nouvelle aventure surprenante. À seulement 25 ans, elle entreprend de rédiger ses mémoires. Et elle va reprendre sa vie depuis le début, en se souvenant de son enfance, en se souvenant de son entourage, de toutes les chances qu'elle aura eues. Elle pense que le déroulé de toute sa vie sera quelque chose de structurant pour se connaître elle-même. Elle écrit extrêmement vite. Elle a écrit en moins d'une année, semble-t-il, l'équivalent de plusieurs centaines de pages. Alors que les aristocrates dédaignent souvent les gens de plume, Anne-Marie Louise d'Orléans écrit sans se soucier des préjugés, et d'une manière très personnelle. Ce sont des mémoires écrits de manière extrêmement serrée. Mademoiselle était la personne la plus riche de France, mais elle a économisé le papier. Et elle n'orthographie pas, elle ne ponctue pas, elle n'accentue pas. Elle est, je dirais, assez créatrice dans le domaine des fautes d'orthographe. Je vois dans la première ligne de ce manuscrit des personnes qui s'amusaient à causer. Elle écrit s'amuser S-A-M-U-S-E-T et à causer s'écrit A-C-O-S-E-R. Pourquoi faire plus compliqué? Ces textes sont si difficiles à lire que son père, Gaston d'Orléans, refusait de lire les lettres de sa fille et préférait avoir recours à des secrétaires spécialement entraînés. Tout au long de sa vie, la grande mademoiselle poursuit l'écriture de ses mémoires et rédige aussi des portraits des membres de la famille royale. Avec naturel et sincérité, son œuvre nous offre un témoignage précieux sur le grand siècle. Tout cela est quand même assez plaisant à lire et en tout cas nous restitue la vie de cette époque. Et les mémoires sont une réponse politique aussi. Et c'est ça qui fait leur intérêt, puisque quand mademoiselle raconte son exil, elle montre qu'elle ne s'ennuie pas et qu'on se trompe bien à la cour si on croit la mortifier en l'exilant, parce que c'est tout le contraire. À Saint-Fargeau, Anne-Marie Louise s'affirme aussi aux yeux de la cour en devenant une femme d'affaires. Elle décide de gérer elle-même la fortune héritée de sa mère, ce qui va provoquer un conflit très violent avec son père. Mademoiselle a 25 ans. Elle est donc majeure, car la majorité, à ce moment-là, est à 25 ans. Et elle demande à son père de lui rendre ses comptes de tutelle, parce que cette fortune énorme qui est la sienne a été gérée par Gaston d'Orléans,
jusqu'alors. Mais elle s'aperçoit bien vite de malversations. Il a croqué une partie de l'héritage pour payer ses dettes avec l'héritage de sa fille. Scandalisée, Mademoiselle se rend au château de Blois, où réside Gaston d'Orléans. Elle se plaint, mais celui-ci refuse de céder. Ça s'envenime tellement que le père et la fille sont irréconciliables. Mais vous savez, dans les histoires d'argent, il y a surtout, on règle surtout des comptes, aussi des comptes personnels. Et je pense que Anne-Marie-Louise se venge un peu de ce que son père ne lui a pas offert quand elle était petite. Mademoiselle proteste et aurait voulu lui faire un procès. C'est là où le roi apaise les choses. Louis XIV entre en jeu. Par une lettre, il dicte à sa cousine sa conduite, qu'elle s'accommode avec son père et obtienne avec lui un accord définitif. Et elle se dit, c'est peut-être l'occasion de négocier autre chose, c'est-à-dire la fin de mon exil et le retour à la cour. La rage au cœur, Mademoiselle cède et se voit contrainte d'accorder à son père une somme très importante sur son compte de tutelle. Mais du coup, la voici graciée. Après avoir résisté à 5 années d'exil, la grande Mademoiselle quitte le château de Saint-Fargeau le 27 juillet 1757. De retour à la cour, elle s'inquiète de l'accueil que va lui réserver sa tante, la reine Anne d'Autriche, qu'elle n'a pas revue depuis la Fronde. Anne d'Autriche dit à Mademoiselle, si j'avais pu le faire en 1652, lors de l'affaire de la Bastille, je vous aurais étranglé. Et Mademoiselle le comprend très bien. Elle est toute confusion. Elle en a rabattu beaucoup sur son orgueil. Ça n'est plus tout à fait la même femme. La reine présente au roi sa cousine en disant « Voici une demoiselle qui est bien fâchée d'avoir été méchante. Elle sera plus sage à l'avenir. » Et Louis XIV va pardonner. Et Mademoiselle reprend sa place à la cour, la place qu'elle avait eue avant les événements de la Fronde. Alors qu'Anne-Marie-Louise retrouve ses habitudes au sein de la famille royale, son espoir renaît d'épouser son cousin Louis XIV. Mais en 1660, son rêve s'effondre. Dans la plus belle église de Saint-Jean-de-Luz, le roi de France s'unit à la fille du roi d'Espagne. Au premier rang des invités, la princesse assiste impuissante aux noces de celui qu'elle aime depuis l'enfance. C'est Marie-Thérèse d'Espagne qui est à la place qu'elle aurait voulu avoir. Elle est horriblement mortifiée, car elle voit s'envoler son dernier espoir d'épouser son jeune cousin. Elle apprend de plus que son père est mort à Blois. Elle en a une tristesse profonde. Elle en est très affectée puisqu'ils ne se sont pas réconciliés. Et elle se montre très digne, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas dans la rancune, elle ne cherche pas à se venger de son père. Au contraire, elle va montrer qu'elle a de la hauteur et de la grandeur en portant un deuil magnifique qui fait honneur à la mémoire de son père. Une nouvelle vie commence pour Anne-Marie-Louise d'Orléans, qui se déroule en partie dans une propriété qu'elle vient d'acheter en Normandie. C'est en août 1661 que la grande Mademoiselle arrive ici, au château d'Eu, en Normandie, à quelques kilomètres de la mer. Anne-Marie-Louise a brièvement séjourné ici 14 ans plus tôt, mais elle n'a pas éprouvé le besoin de revoir ce domaine avant de l'acheter. Pour cette princesse millionnaire, s'offrir un château de plus n'est pas une telle affaire. Lorsqu'elle devient propriétaire et retourne sur les lieux, le château dont la construction a commencé au XVIe siècle n'est qu'à moitié terminé. Mais qu'importe, elle le trouve, dit-elle, assez beau. Et comme pour Saint-Fargeau, la grande Mademoiselle a largement de quoi financer les travaux. La princesse bâtisseuse crée donc un parc à la française, agrémenté d'un petit pavillon d'où elle regarde la mer. Et elle achève la construction du château où elle aménage ses appartements. Nous voici à présent dans la chambre dorée qui fait partie des appartements de la grande Mademoiselle.
Et l'on retrouve, regardez bien, son monogramme partout dans la décoration, sur les murs, mais même au plafond. Enfin, admirez cet ouvrage très précieux, le Livre rouge, qui a été exceptionnellement sorti du coffre-fort du Château d'Eu pour Secret d'Histoire. C'est un registre municipal rédigé entre le XIIIe et le XVIIIe siècle et qui raconte toute l'histoire du comté d'Eu. Regardez ici, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à l'entrée dans la ville, le 24 août 1661, de la très haute et très puissante et très illustre princesse Mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans. Nous voici maintenant dans un lieu beaucoup plus intime qui ne se visite pas habituellement. C'est le cabinet de toilette d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, dont la décoration remonte pour l'essentiel au XVIIe siècle. Mais cette intimité, elle ne la partage avec aucun homme. Quand elle arrive au Château d'Eu, la grande mademoiselle qui a 34 ans n'est toujours pas mariée. Et pourtant, tout au long de sa vie, la riche héritière n'a pas manqué de prétendants. Anne-Marie-Louise d'Orléans n'est encore qu'une jeune fille de 19 ans quand un premier prétendant se présente. Le prince de Galles, héritier de la couronne d'Angleterre, est le fils de Charles Ier et d'Henriette de France, la tante de mademoiselle. C'est elle qui organise la rencontre au château de Fontainebleau. Le prince de Galles, eh bien, sa mère, Henriette de France, veut absolument marier ce fils à mademoiselle. Et la mère fait savoir à mademoiselle qu'il est amoureux d'elle et que si elle ne le retenait pas, il viendrait la voir tous les soirs dans sa chambre. Mademoiselle trouve que le prince de Galles est assez charmant, c'est plutôt un beau garçon, il est brun, il a plutôt un assez joli visage. Cheveux noirs, bouche assez sensuelle. D'ailleurs, ce sera, quand il deviendra Charles II, un tombeur de femmes. Toute la cour intrigue en faveur de ce mariage et les rendez-vous se multiplient. 3 ans après leur première rencontre, le jeune homme qui a succédé à son père revient en France. Une entrevue est ménagée à Compiègne. La reine d'Angleterre et Anne d'Autriche accordent un soin extraordinaire à la toilette de la grande mademoiselle. On lui permet de porter tous les joyaux de la couronne, absolument extraordinaire. On a préparé un festin pour le roi d'Angleterre pour permettre à mademoiselle de lui parler. Mais il a un inconvénient, il ne parle pas français. Et mademoiselle, quand même, est quelqu'un qui apprécie le charme de la conversation. Et elle juge que ce roi d'Angleterre ne sait pas lui faire la conversation, ne sait pas lui dire des douceurs, et même il la dégoûte par sa manière de manger. Comme elle est très à cheval sur l'étiquette et sur les bonnes manières, le roi d'Angleterre la heurte. Mais ce qui déplaît par-dessus tout à mademoiselle, c'est que Charles II est alors un roi sans trône. La Révolution a triomphé en Angleterre et c'est Cromwell, à la tête des Républicains, qui a pris le pouvoir. Le prétendant d'Anne-Marie-Louise n'est donc qu'un roi en exil, qui doit trouver les moyens de restaurer la monarchie anglaise. L'idée d'Henriette de France, qui est une femme intéressée, c'est en effet de s'emparer de la fortune à l'occasion de ce mariage, fortune immense, permettant de financer la reconquête du trône d'Angleterre. Mademoiselle sent qu'elle fait l'objet d'une convoitise financière de la part de Charles II et de sa mère. C'est pas elle qu'on veut, c'est son argent. Et elle va donc elle va reculer. Et elle va anéantir ce projet. À 21 ans, Anne-Marie-Louise décide de se choisir elle-même un époux. Elle suit l'actualité des cours européennes à la recherche d'un parti qui serait enfin à sa hauteur. Elle veut un rang, une place très élevée, elle veut beaucoup de hauteur, une sorte de première place en Europe. Mademoiselle n'a pas la folie des grandeurs, mais elle a la folie de sa grandeur, ce qui va lui poser des problèmes terribles. Qui peut-elle épouser? La seule personne qui lui semble alors digne d'intérêt est l'empereur Ferdinand III de Habsbourg, roi de Hongrie, de Bohême et de Germanie. Mademoiselle se rêve en impératrice.
quelle perspective extraordinaire. Et à chaque fois que Ferdinand III perd sa femme, il s'est marié 3 fois, eh bien mademoiselle reprend espoir. Et même elle se réjouit de la mort de l'impératrice. Son père lui dit qu'elle est complètement folle, que Ferdinand III est un vieillard, qu'il a un caractère impossible, mais qu'importe, mademoiselle voudrait l'épouser. Pour se donner toutes les chances de réussir, mademoiselle cherche à se faire apprécier de l'empereur, connu pour sa piété religieuse. Elle est devenue soudainement très dévote, allant dans les couvents, dans les églises. On voit mademoiselle qui aime tout de même les bals, qui aime les fêtes, qui aime danser, se mettre à ne plus manger, ne plus dormir. Même à un moment donné, elle a songé à se faire carmélite. Alors là, c'était un changement au programme complet. Malgré tous les efforts de mademoiselle, Ferdinand III se marie avec une archiduchesse du Tyrol. Après d'autres projets de mariages avortés, avec le roi d'Espagne ou le duc de Neubourg, Anne-Marie-Louise renonce à chercher le meilleur parti. À plus de 30 ans, celle qui a tant manqué d'amour dans son enfance rêve désormais d'un prince charmant. Mademoiselle portait au fond d'elle-même un idéal du mariage porté par le sentiment. Et ça, bien sûr, est tout à fait non conformiste à l'époque. C'est pas possible. Elle voulait épouser un homme qu'elle aimerait. Mademoiselle se rapproche du courant de la préciosité, qui considère que l'amour est un sentiment qui doit élever l'âme. Cette conception idéalisée de l'amour d'Anne-Marie-Louise est parfaitement symbolisée par un manuscrit exceptionnel conservé à la Bibliothèque nationale de France. Un chef-d'œuvre de la calligraphie et de l'enluminure. Je vous présente ici le manuscrit de la Guirlande de Julie. C'est un manuscrit d'une valeur inestimable qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Cette guirlande de Julie a pour but de tresser une couronne de fleurs imaginaires pour une femme aimée, c'est-à-dire qu'il associe une illustration de fleurs avec un poème. Cette femme, telle la rose, a des épines, telle la violette est modeste, et elle a la pureté du lys. La grande mademoiselle baigne dans une époque dans laquelle particulièrement on célèbre les fastes de l'amour et les subtilités de l'art amoureux. Mais Louis XIV est loin de partager cette conception romantique de l'amour. Il a d'autres projets pour sa chère cousine. En 1661, Turenne vient voir mademoiselle et lui parle du roi de Portugal. Mademoiselle se doute qu'il vient de la part du roi, elle n'est pas dupe, et il lui vante les avantages de ce trône, et même du personnage. Turenne doit faire preuve d'imagination pour présenter le roi Alphonse VI sous un jour favorable. Car sa mauvaise réputation a depuis longtemps dépassé les frontières du Portugal. Ce roi du Portugal, mais c'est une catastrophe ambulante. C'est un malade mental, c'est un fou qui est boiteux, qui tue 2 ou 3 personnes de temps en temps comme ça à coups de lancer de couteau parce que ça le distrait. Et voilà le quidam que son cousin Germain veut lui offrir comme mari. Il faut dire que Louis XIV est davantage préoccupé par ses relations tendues avec l'Espagne que par les soucis matrimoniaux de sa cousine. Louis XIV a l'intention de s'allier au roi du Portugal. Et comme toujours, il souhaite que sa cousine serve aux intérêts du royaume. La diplomatie l'exige, elle devrait accepter le mariage avec ce souverain. Et à nouveau, un gentilhomme, toujours envoyé par Turenne, viendra lui dire, oui, certes, bien sûr, ce roi n'est pas un merveilleux prétendant, mais pensez à ce trône du Portugal, pensez aux réformes que vous allez pouvoir faire. La condition féminine est absolument dramatique au Portugal. Vous allez pouvoir contribuer à la libération de la femme, en quelque sorte. Louis XIV va tout tenter pour convaincre mademoiselle de partir à Lisbonne. Mais en vain. Elle veut décider elle-même. Ça, c'est assez nouveau, parce que normalement, une princesse doit être soumise à son père, et puis, étant émancipée à l'âge de 25 ans, eh bien, elle doit obéir au roi. Or, elle ne veut ni obéir à son père, ni obéir au roi, Louis XIV. Anne-Marie-Louise d'Orléans affirme des libertés qui font d'elle, effectivement, quelqu'un de précurseur en matière de droits des femmes. Louis XIV adore sa cousine,
Ils sont très proches tous les deux, mais Louis XIV n'aime pas qu'on lui dise non. Elle le sait, elle s'en fiche. Elle fait preuve là d'un entêtement qui de plus en plus la perd aux yeux de Louis XIV, mais elle tient bon. Lui aussi, il l'exile de nouveau à Saint-Fargeau. À 35 ans, Mademoiselle paye une fois de plus sa rébellion. Elle vit d'abord recluse quelques mois en Bourgogne, mais à la fin de 1662, comme un hiver glacial s'annonce, elle obtient du roi le droit de s'installer dans son château d'Eu, en Normandie. Même si l'hiver est plus doux en Normandie qu'en Bourgogne, la grande mademoiselle n'est pas très heureuse au château d'Eu. Elle ne reçoit pas assez de visiteurs à son goût et la vie sociale lui semble bien morne comparée à celle de Paris. Pour tromper son ennui, Anne-Marie-Louise d'Orléans se plonge dans la lecture des gazettes. Mais la description des fêtes somptueuses qui se déroulent à la cour du Roi Soleil accentue sa nostalgie. Heureusement, l'aménagement du château d'Eu se poursuit et c'est une petite distraction pour la propriétaire qui suit de près le travail des artisans. La grande mademoiselle fait construire au château d'Eu cette grande galerie redécorée par la suite sous le roi Louis-Philippe et magnifiquement restaurée. Au XVIIe siècle, Anne-Marie-Louise y expose des portraits de sa famille afin de mettre en valeur sa glorieuse ascendance. Sur la cinquantaine de tableaux qui sont exposés aujourd'hui, presque tous proviennent de sa collection personnelle. Et regardez, au-dessus de la cheminée, on trouve le portrait de l'homme qui a lancé la construction du château d'Eu au XVIe siècle, Henri de Guise, dit le balafré. Regardez ce magnifique pare-feu. Sa décoration aurait été brodée par la grande mademoiselle elle-même, avec du fil d'or et de fins tubes de verre. Un travail de longue haleine qui l'a certainement aidé à passer le temps. Au printemps 1664, Anne-Marie-Louise n'en peut plus d'être exilée dans ce château de Normandie. Alors elle écrit à son cousin, le roi, pour lui dire son chagrin d'être loin de lui. Le tout-puissant Louis XIV se laisse attendrir et l'autorise à revenir à la cour. Le retour de la grande mademoiselle va lui permettre de vivre, pour la première fois de son existence, une grande mais terrible histoire d'amour. De retour à la cour de Louis XIV à 43 ans, Anne-Marie-Louise d'Orléans a renoncé à tout projet de mariage. Mais au château de Saint-Germain, elle rencontre un homme qui la bouleverse. Alors apparaît dans la vie de la grande mademoiselle un personnage qui s'appelle Lauzun. Antoine Nompart de Commonde, Lauzun, cadet de Gascogne, qui ne paye pas de mine. Hein. C'est un petit bonhomme un peu maigriot, un peu blond roussâtre. Lauzun n'est pas a priori ce qu'on appelle un très bel homme. Il est petit, son visage est quelconque, mais il a du charme. Il a une aura extraordinaire et les femmes ne lui résistent pas. Elle est éblouie, c'est un coup de foudre, ça ne s'explique pas rationnellement. Alors là, c'est le monde à l'envers, parce que mademoiselle qui n'a voulu que des souverains régnants pour époux, elle est amoureuse comme une gamine de 15 ans qui n'a aucune expérience. Tombée sous le charme du comte de Lauzun, mademoiselle cherche par tous les moyens à se trouver en sa présence. À l'époque, le château de Versailles est encore en construction. Et c'est à Saint-Germain que réside la famille royale. C'est là qu'elle rencontre fréquemment Lauzun. Elle s'ennuie à Paris et elle a plaisir à venir ici parce qu'elle provoque les rencontres. Lauzun va très souvent voir la reine et donc chaque occasion est la bienvenue pour entamer une conversation et se rapprocher de Lauzun, faire petit à petit connaissance avec lui. Lauzun, à ses yeux, a toutes les qualités. Il sait lui faire la conversation, elle le trouve honnête, elle le trouve agréable. Lauzun se rend compte immédiatement de l'attirance qu'il exerce sur la quadragénaire, toujours avide d'être aimé. C'est un séducteur professionnel, on va dire. C'est un homme qui fait carrière par les femmes, dans une certaine mesure,
Et c'est un personnage qui a séduit beaucoup de femmes à la cour. Il est obséquieux, il cherche à s'infiltrer partout, à plaire au roi. C'est un flambeur. Hein. J'allais dire, c'est presque Belmondo. Salut, c'est moi Lauzun. Toujours avec le chapeau de plume pour ramper devant le roi ou devant... C'est un courtisan accompli, c'est un flambeur, c'est un gigolo qui plus est. Il observe les manèges de la coquette qui, ne pouvant effacer ses rides ni ses cheveux gris, dépense sans compter pour des robes dernier cri. Mademoiselle ressent enfin le besoin d'attirer le regard d'un homme. Comme les aristocrates de son temps, hommes et femmes, elle accorde la plus grande importance à son maquillage. Au niveau du teint, on va partir sur du blanc. Ils s'en servaient pour vraiment combler, parfois en couche épaisse. Ils cherchaient d'ailleurs à avoir un rendu extrêmement lisse, sans rides, sans aspérité. On gommait littéralement, finalement, son âge vis-à-vis des autres, mais on avait quand même une certaine épaisseur de fard sur le visage. On allait couvrir aussi les oreilles, le cou, le décolleté, les mains, les bras. C'était important pour eux aussi de créer une barrière avec le peuple qui travaillait à l'extérieur et qui avait une peau hâlée. La deuxième couleur majeure, c'est effectivement le rouge avec toute sa symbolique de vitalité, de force, de puissance. Et c'était du rouge clair pour les aristocrates. Le rouge, c'est pareil, c'est comme le reste du maquillage, il était utilisé chez les hommes et chez les femmes. La lèvre était quand même assez poétique, justement au niveau de l'arc de Cupidon. On la faisait presque ressembler à des pétales de rose, on l'arrondissait très légèrement, ce qui conférait à la bouche un aspect très poétique et puis sensuel ou séducteur aussi. Malgré tous les efforts qu'elle déploie pour le charmer, Lauzun reste insensible au physique et à la personnalité de Mademoiselle. Les ambitions de cet opportuniste sont bassement matérielles. Je suis convaincu que Lauzun se moque éperdument des palpitations de la grande mademoiselle et que lui n'en éprouve aucune pour elle. Ce qu'il voit, c'est un mariage avec la cousine du roi et une cousine immensément riche. Ce serait le top, évidemment, pour ce petit bonhomme qui a réussi à grimper déjà les échelons de capitaine des gardes, qui va devenir maître de l'artillerie. Alors là, devenir le cousin de Louis XIV par alliance, ça serait le sommet. Le comte de Lauzun est issu d'une famille désargentée de la petite noblesse. Ses parents possèdent dans le Lot-et-Garonne ce château où il a passé les 14 premières années de sa vie. Conscient qu'il est d'un rang très inférieur à celui de Mademoiselle et que leur union risque de faire scandale à la cour, Lauzun se montre très prudent. Lauzun se dit très flatté et joue les personnages humbles par rapport à Mademoiselle et jamais il ne lui laisse espérer quoi que ce soit. Elle le prenait un peu comme confident, en disant « Vous savez, je suis tombée amoureuse récemment de quel... » Et Lauzun dit « De qui? Oh, qu'il a de la chance, ce garçon !» Il joue au chat et à la souris avec elle, il est d'une froideur terrible. Plus elle avance, plus Lauzun recule. Parce qu'il a besoin, il faut qu'elle s'avance en terrain découvert, il faut qu'elle révèle son cœur. Et quand il sent qu'elle commence à s'inquiéter, qu'elle s'est trop avancée, eh bien, Lauzun fait un tout petit pas vers elle. Lauzun se fait passer pour un homme vertueux et désintéressé. Il encourage même Anne-Marie-Louise à se marier avec Monsieur, frère du roi, dont la femme vient de mourir. Mademoiselle n'est pas très emballée d'épouser monsieur, qui est homosexuel, c'est mignon, mais surtout, elle aime Lauzun, et donc elle ne veut pas épouser monsieur. Le cœur de Mademoiselle est à la torture. Surpassant sa timidité, elle ose finalement avouer ses sentiments. Un soir, elle lui dit « Je vais vous dire qui est l'élu de mon cœur. »« Ah bon ?» lui dit Lauzun. « Je vais souffler sur ce miroir et puis je vais écrire le nom. » Elle a 43 ans, donc c'est vraiment des enfantillages. Et alors il continue à bavarder et dit « Ah non, c'est trop tard. Nous sommes vendredi. Vendredi, c'est un jour sacré, donc je ne peux pas vous le dire. Je vous le dirai samedi. » Et puis elle va lui marquer son nom à lui, Antoine, sur un bout de papier, en disant « Vous regarderez ça chez vous ce soir. Le nom de celui que j'aime est inscrit sur ce papier. » Naturellement, le séducteur est aux anges. C'était une magnifique proie,
et il a vaincu. Mais pour que le modeste comte de Lauzun puisse épouser la cousine du roi, l'accord de Louis XIV est indispensable. Elle fait sa demande auprès du roi. Le roi est surpris. Il va dire à mademoiselle, je ne vous l'interdis pas, mais réfléchissez, c'est quelque chose qui peut provoquer une grande secousse à la cour. Vous savez que monsieur de Lauzun a beaucoup d'ennemis. Lauzun n'est pas aimé de la reine, il est détesté de monsieur. Donc Louis XIV la prévient de faire vite si jamais elle veut épouser Lauzun. Mademoiselle ne se tient plus de joie et elle prend ses dispositions pour le mariage, mais tout le monde lui dit de se hâter, n'est-ce pas, le plus vite possible, de ne pas attendre un jour, de se marier le soir même. Mademoiselle ne touche plus terre. Enfin, elle va épouser l'homme qu'elle aime. C'est pour elle une sensation merveilleuse qui rattrape tous les besoins d'amour qu'elle avait eus depuis son enfance et qui n'avaient pas été comblés. Entre mademoiselle et Lauzun, il y a de grandes discussions. Où est-ce qu'on va se marier? Lauzun veut un grand mariage, veut quelque chose montrant le triomphe des Lauzun. Et Lauzun se voit déjà prince puisqu'il épouse une princesse. Et c'est un cadeau princier que lui fait mademoiselle dans le contrat de mariage. Elle lui offre le comté d'Eu, les duchés de Montpensier, de Saint-Fargeau et de Châtellerault. Voilà Lauzun devenu duc et immensément riche. La cour est en émoi. La famille royale et certains courtisans hostiles à Lauzun vont intervenir. Monsieur, frère du roi, dit il faut mettre mademoiselle dans les petites maisons, donc chez les fous, et puis jeter Lauzun par la fenêtre. Les courtisans un peu jaloux vont venir assaillir le roi en lui disant « Mais vous n'y pensez pas quand même, c'est invraisemblable, on ne peut pas faire ça. » Entre deux, il y a un gouffre social. C'est sans exemple à l'époque. Une princesse comme elle, une petite fille de France, épouse au fond un petit aristocrate de province, même méritant, même haut placé du point de vue mondain. C'est sans exemple. Le 18 décembre, 3 jours après avoir donné son accord, le roi convoque à nouveau mademoiselle. Fébrile, Anne-Marie-Louise se rend chez son cousin, assaillie par un terrible pressentiment. Louis XIV lui dit, écoutez, battez-moi, injuriez-moi, dites sans vilainie contre moi, mais je ne veux pas de ce mariage, ce n'est pas possible. Mademoiselle est désespérée, elle hurle, elle crie, elle pleure. Louis XIV fait valoir la raison d'État, c'est-à-dire que le bruit s'est répandu dans le monde qu'il va faire la fortune de Lauzun et dépouiller sa propre cousine, et que accepter ce mariage, ça serait se comporter en monarque faible. Louis XIV pleure, il reste joue contre joue. Et elle a aussi ces mots « Vous me l'aviez donné, vous me l'ôtez, vous m'arrachez le cœur ». Et Louis XIV reste inflexible. Inconsolable, mademoiselle se retire dans son palais du Luxembourg et ne cache pas son chagrin. Tout le monde assiste à la douleur de mademoiselle. Elle est couchée, on passe la voir, y compris ceux qui étaient opposés à son mariage, et elle-même montre ses larmes. Alors on la voit, elle dit « Il serait là à côté de moi », montrant la place vide sur le lit. Au bout de 8 jours, il faut bien qu'elle retourne à la cour, et elle retourne à la cour en pleurant, elle pleure tout le temps, et un jour, Louis XIV, très aimablement, met son chapeau devant elle en disant « Ma cousine a des vapeurs ». Insensible à la peine de mademoiselle, Lauzun pense surtout à sa carrière. Même s'il a échoué, le courtisan fait bonne figure auprès du roi et manigance pour obtenir de nouvelles faveurs. Lauzun, toujours ambitieux, voulait absolument obtenir une charge supplémentaire à la cour, celle de colonel du régiment des gardes. Il s'en était ouvert à Madame de Montespan, maîtresse de Louis XIV, pensant que, grâce à son entremise, il obtiendrait facilement cette charge nouvelle. Madame de Montespan lui promet, mais Lauzun se méfie. Alors, pour savoir la vérité, vous savez ce qu'il avait fait? Il s'était glissé sous le lit où dormaient Louis XIV et Madame de Montespan. Il va entendre Madame de Montespan dire « Sire, méfiez-vous beaucoup de Monsieur de Lauzun. Surtout, ne lui donnez pas cette charge. » Alors naturellement, il se précipitera sur la Montespan quand il la reverra, en la traitant de putain à chien, de grosse tripière, de petits mots gentils comme ça.
Le fait d'avoir injurié la chère Athénaïs de Montespan, évidemment, ça n'a pas plu au roi, qui a fait arrêter Lauzun et il l'envoie en maison forte à Pignerol. Conduit de l'autre côté des Alpes, Lauzun rejoint en prison Nicolas Fouquet, l'ex-surintendant des finances de Louis XIV, qui s'y morfond depuis déjà quelques années. Lauzun va subir le même sort, coupé du monde pendant près de 10 ans. Jusqu'au jour où Mademoiselle, toujours transie d'amour pour lui, va accepter un étrange marchandage avec Madame de Montespan. Elle est vraiment la favorite par excellence. Elle a donné une belle tribu de petits bâtards légitimés au roi, et avec l'aîné, le petit duc du Maine, le gobillard, comme on l'appelait, parce qu'il boitait un peu. Et elle pense que l'héritage, ou au moins une partie de l'héritage de Mademoiselle, serait tout à fait bienvenu dans l'escarcelle du duc du Maine. Par conséquent, elle voit souvent Mademoiselle, elle la plaint de sa séparation avec Lauzun. Mademoiselle ne se rend compte de rien jusqu'au jour où Madame de Montespan lui demande de prendre pour héritier son fils, le duc du Maine. Donnant, on pourrait alors envisager la libération de Lauzun. Le 2 février 1681, l'acte de donation est signé. Mademoiselle cède au petit-duc la principauté de Dombes et le comté d'Eu. Toute cette opération, bien sûr, se fait de connivence avec Louis XIV, ravi que son fils, son bâtard chéri, le petit duc du Maine, puisse avoir une grande fortune, puisse être un des hauts personnages de l'État. Et il y a quelque chose de pathétique parce qu'on profite finalement de la souffrance d'une femme amoureuse pour lui soutirer une grosse partie de ses biens, parce qu'elle se dépossède quand même assez considérablement au profit du duc du Maine. Mais Mademoiselle obtient finalement ce qu'elle attendait depuis 10 ans, la libération du comte de Lauzun. Avant qu'il ne rentre à Paris, elle lui lègue une partie importante de sa fortune et prend même soin de négocier pour lui avec le roi un dédommagement pour toutes ces années passées en prison. Grâce à la grande Mademoiselle, Lauzun est non seulement un homme libre, mais aussi très riche. Il s'offre à Paris, sur l'île Saint-Louis, ce magnifique hôtel particulier construit une vingtaine d'années plus tôt pour l'un de ces bourgeois gentilshommes qui inspira Molière. Unique à Paris, l'hôtel de Lauzun est l'un des rares décors du XVIIe siècle encore intact aujourd'hui. Un Versailles en miniature en plein cœur de la capitale. Sa visite n'est réservée qu'à quelques privilégiés, mais Secret d'Histoire vous ouvre exceptionnellement ses portes. Nous entrons dans l'antichambre de cet appartement de réception qui offre cet ensemble magnifiquement conservé de décors du grand siècle. Les lambris dorés forment une frise magnifique d'où émergent de nombreux animaux. Un bestiaire digne des fables d'Ésope ou de La Fontaine, très en vogue à l'époque. Après avoir patienté dans cette antichambre, les invités sont accueillis par le maître des lieux et s'avancent ensuite vers la principale salle d'apparat. C'est dans cette chambre de parade dominée par un plafond à voussure que Lauzun reçoit ses amis. La richesse du décor est impressionnante. Il n'y a pas un seul espace dans ce salon qui ne soit peint, doré, sculpté ou couvert de miroirs. Le cadet de Gascogne, qui n'a pas perdu son goût pour les femmes et le jeu, y organise des fêtes débridées qui se terminent parfois en orgie. Le plus drôle, c'est que 2 siècles plus tard, le poète Charles Baudelaire, locataire d'une chambre dans cet hôtel de Lauzun, participe ici même à d'autres soirées très animées. L'auteur des Paradis artificiels y expérimente diverses drogues au sein du très sélect Club des Hachichins.
À mesure que l'on avance dans cet appartement en enfilade, les pièces se font plus petites, plus intimes. Au XVIIe siècle, c'est un honneur pour un invité d'être reçu ici, dans cette chambre, dont l'alcôve abrite alors un lit. Et une faveur plus grande encore, d'être admis dans ce cabinet de travail, toute dernière pièce de l'appartement, dans laquelle le maître des lieux aime s'isoler. Malgré la magnificence de cet hôtel particulier, Lauzun le considère comme un simple pied-à-terre parisien, un pis-aller en attendant mieux. Il ne conserve cette propriété que 3 ans et, comble de l'ingratitude, il n'y convie même pas la grande mademoiselle. Pourtant, Anne-Marie-Louise ne vit que pour lui. Après plus de 10 ans de séparation, elle attend leur retrouvaille avec un immense espoir. C'est au château de Saint-Germain, là où leur histoire a commencé, que le vieux couple est à nouveau réuni. À 54 ans, après avoir consenti tant de sacrifices pour retrouver l'amour de sa vie, la grande mademoiselle espère enfin connaître le bonheur. Les retrouvailles entre mademoiselle et Lauzun ne sont pas ce que l'on aurait pu espérer. Lauzun n'est plus le même homme. Il est beaucoup moins beau, beaucoup moins séduisant et il est extrêmement amer et plutôt désagréable. Elle en attend tout, elle en attend trop. Et lui se comporte très mal. Il s'approche, se prosterne, mais de manière mécanique. Il la regarde, mais pas intensément. Il n'a ni geste, ni mot qui lui laisse penser qu'il partage cette passion qu'il a hantée depuis tant d'années. 10 années! Et pourtant, rien de particulier. Si Lauzun reste insensible à l'émoi d'Anne-Marie-Louise, c'est que cet éternel insatisfait n'a qu'une obsession. L'ancien capitaine des gardes du roi veut retrouver sa place à la cour. Eh bien, elle est toujours amoureuse. Elle le regarde avec tendresse, elle l'a trouvé un peu vieilli, mais elle ne rêve que d'une chose, c'est de l'épouser. D'après les rumeurs de l'époque, la grande mademoiselle se serait mariée secrètement avec Lauzun, comme le font au même moment Louis XIV et sa maîtresse, Madame de Maintenon. Aucun document ne prouve cette union et Lauzun a démenti ce mariage. Pourtant, le couple se fréquente régulièrement et Lauzun fait plusieurs séjours au château d'Eu où il se montre particulièrement odieux avec mademoiselle. On sait que, par exemple, il s'assoit au retour de la chasse au château d'Eu dans un merveilleux fauteuil et il l'appelle en claquant dans les mains en disant « Petite fille d'Henri IV, viens m'enlever mes bottes !» Donc il la méprise. Elle apprend par ailleurs qu'il a toutes sortes d'intrigues féminines. Mademoiselle est excédée par ses infidélités signalées de toutes parts. C'est une scène de ménage ininterrompue. On pense même qu'ils en sont venus au cou. Il n'hésite pas à lever la main sur elle, mais elle ne se laisse pas faire, parce qu'on a vu qu'elle avait de la carrure, même si elle n'a pas très bien vieilli, mais elle se défend, elle se bat aussi comme une vieille lionne. Et mademoiselle, là, commence à se rendre compte que c'est un personnage invivable, impossible. Elle dit « Je commence à me lasser de monsieur de Lauzun ». Elle a mis du temps, elle a mis du temps. Elle n'en peut plus. Elle lui déclare « Ma vie aurait été plus heureuse si je ne vous avais pas connu. » Donc, elle rompt, elle le congédie, elle lui dit « Voilà, monsieur, au revoir, je ne vous reverrai plus. » Et elle ne le reverra plus. 2 ans après leur retrouvaille, la séparation est définitive. Malgré les tentatives de réconciliation de Lauzun, la grande mademoiselle refuse de pardonner à cet homme qui l'a tant fait souffrir. Elle ressent douloureusement un échec, puisqu'elle a cru pendant tant d'années à cet amour. Quand elle fait le bilan, elle se dit j'ai gâché ma vie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais véritablement, j'ai été une femme très malheureuse, surtout avec Lauzun. Et elle s'aperçoit à la fin que l'homme qu'elle aimait n'en valait pas la peine. Après avoir ouvert les yeux sur Lauzun, Anne-Marie-Louise d'Orléans médite sur les vanités de son existence de princesse. Dans son château de Normandie, loin de la cour, elle se défait peu à peu de son orgueil et se tourne même avec humilité vers ceux dont elle se croyait supérieure. C'est-à-dire les gens simples, les paysans de son domaine. Et elle prend plaisir à discuter avec ces gens. Elle va même jusqu'à dire que ces gens valent mieux qu'elle.
Et Mademoiselle dit que finalement, il faut relativiser les plaisirs de la cour. Le véritable bonheur, il réside peut-être dans une vie un peu plus retirée et dans une vie portée davantage à la piété, à la dévotion. La princesse, imbue de son rang et de sa grandeur, trouve enfin la sagesse dans les dernières années de son existence. Sa vie apparaît comme un long roman d'apprentissage dont le dernier chapitre s'écrit en 1693. Atteinte par une douloureuse maladie des reins, Anne-Marie-Louise d'Orléans agonise dans de terribles souffrances et s'éteint à l'âge de 65 ans. Une surprise macabre met un point final à sa triste histoire. Avec Mademoiselle, il y a souvent des catastrophes. Et je dirais que peut-être la pire des catastrophes, c'est après le décès de Mademoiselle, lorsque ses entrailles ont été mises dans une urne mal embaumée et qu'elles ont explosé. Ça avait fermenté et la porcelaine qui était très fine a éclaté. Alors évidemment, les odeurs méphitiques se sont répandues partout. On a dû brûler des herbes odoriférantes, aérer les grandes salles du Luxembourg. Voilà, ça a été le dernier coup d'éclat, si je puis dire, de la grande Mademoiselle. Quelques jours plus tard, le corps d'Anne-Marie-Louise d'Orléans est conduit dans la basilique royale de Saint-Denis pour y être inhumé. Le roi Louis XIV, auquel la grande Mademoiselle s'est si souvent opposée, assiste dans le plus grand recueillement, avec toute la cour, aux obsèques de la princesse frondeuse. Anne-Marie-Louise d'Orléans a disparu, mais son souvenir continue d'animer les lieux où elle a vécu. Comme le château de Saint-Fargeau, où l'écrivain Jean d'Ormesson a passé une partie de son enfance. La grande Mademoiselle, si j'ose dire, est inséparable de Saint-Fargeau. La grande Mademoiselle est inséparable de mes vacances d'été, où elle tenait une grande place dans un souvenir un peu mélancolique. Dans l'enfance de l'écrivain, comme au temps d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, le château de Saint-Fargeau s'anime lors des chasses à cour. Sur l'escalier qui mène à la chapelle, le curé bénit les chiens de la meute, avec le concours d'un enfant de chœur, le petit Jean d'Ormesson. La famille maternelle de Jean d'Ormesson, qui a racheté le château au XVIIIe siècle, ne descend pas de la grande Mademoiselle, mais de Lepelletier de Saint-Fargeau, un député de la noblesse qui a soutenu la Révolution française et voté la mort du roi Louis XVI. Pourtant, lors des repas de famille, c'est bien Anne-Marie-Louise d'Orléans qui s'invite dans les conversations. Dans la famille de ma mère, qui était monarchiste, catholique, franchement réactionnaire, on était fiers de la grande Mademoiselle. Dans l'inconscient familial, il y avait Vaux-le-Vicomte avec Fouquet, Versailles avec Louis XIV et Saint-Fargeau avec la grande Mademoiselle. Du côté de mon père, c'était très différent. Mon père était démocrate, républicain, et il essayait souvent de mettre la conversation sur Lepelletier de Saint-Fargeau. Ça échouait toujours. On ne parlait pas de Lepelletier de Saint-Fargeau. Après 2 siècles et demi passés à Saint-Fargeau, la famille de Jean d'Ormesson n'a plus les moyens d'entretenir l'immense château qui tombe en ruine. Il faut se résoudre à vendre, à se couper de ses racines. En 1968, le départ est un arrachement. Mais j'étais surtout triste du chagrin de ma mère. Pour ma mère, ça a été un coup fatal. Et un peu honteux de ne pouvoir rien faire, que j'ai écrit Au plaisir de Dieu, qui est une espèce de château de mots pour célébrer le château de Pierre que je n'ai pas réussi à sauver. Moi, vous savez, je me disais que j'étais incapable de donner ma vie pour cette propriété. À tort ou à raison, c'était comme ça. J'avais trop envie de connaître le monde, de connaître autre chose que les chasses à cour et que la vie de château. Je crois que je préférais la littérature au château. Je préférais les aventures à la tradition de la grande Mademoiselle. À la fin des années 1970, le roman de Jean d'Ormesson est adapté à la télévision.
L'histoire de cette famille d'aristocrates qui tente de conserver ses traditions dans une société en mutation passionne les Français. Parmi les 15 millions de téléspectateurs, Michel Guyot, amateur de vieilles pierres, décide de racheter le château avec son frère. Saint-Fargeau, ravagé par 2 incendies, est dans un état déplorable. Alors le château, quand on le reprend en 1979, ne ressemble pas du tout à l'état d'aujourd'hui, puisqu'il est partiellement ruiné, et cette partie-là, qui constitue les appartements de la Grande Mademoiselle, n'existe plus intérieurement. Hein. De la cave, on aperçoit le grenier. Il y avait 400 points d'eau dans les toitures, ça fuyait de partout. Et cette partie-là était... lorsqu'on ouvrait la porte, on tombait dans la cave, quoi. Il y avait des planches sur lesquelles on marchait, et il n'y avait pas de niveau, il n'y avait pas de plafond, pas de décor, rien. Tout avait totalement brûlé. Grâce à des plans qu'on avait de l'escalier, on a reconstitué ce bel escalier à 2 volets dans la grande tradition. C'était fait par une équipe de compagnons et avec de la belle pierre de chez nous, de Bourgogne. Pour financer l'entretien de Saint-Fargeau, un spectacle historique comprenant des numéros équestres est organisé chaque été au château. Ce travail de dressage que l'on appelle la haute école a connu son apogée au XVIIIe siècle. Mais il se pratiquait déjà au temps de la Grande Mademoiselle. Michel Guyot et sa famille doivent entraîner les chevaux tous les jours. Les spectacles, c'est comme à l'époque de la Grande Mademoiselle. Elle donnait des spectacles, mais qui n'étaient pas payants. Elle n'avait pas besoin de faire payer. Nous, on a renoué avec cette tradition, ces grands spectacles, qui sont des réminiscences des grandes fêtes de Versailles et de Saint-Fargeau au XVIIe siècle. Mobilisant 800 bénévoles, le spectacle fait revivre les 10 siècles d'histoire de Saint-Fargeau. Souvent raillée par ses contemporains, la Grande Mademoiselle en est la principale héroïne. Une reconnaissance tardive, mais bien méritée. Mademoiselle vaut mieux que sa réputation, que la caricature qu'on a fait d'elle, d'une faux folle, pourrie d'argent, se décidant sur des coups de tête. C'est une meneuse, c'est une rebelle, c'est une frondeuse au sens premier du terme. Elle va mener sa vie comme elle a mené la fronde. Tout au long de sa vie, elle cherche à affirmer son indépendance et sa capacité à prendre des décisions pour elle-même. Donc elle cherche à prendre en main son propre destin. Une femme qui a voulu être libre dans un siècle aussi où les femmes ne l'étaient guère. Le message de Mademoiselle, il est quand même extrêmement important aujourd'hui. Une femme est heureuse à partir du moment où elle peut faire ses propres volontés. Donc ça, c'est quand même avant-gardiste pour l'époque. Et c'est un message qui est encore complètement d'actualité aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir le destin tumultueux d'Anne-Marie-Louise d'Orléans. Par son refus des conformismes du temps, par son féminisme avant-gardiste, son courage et sa résistance, elle a vraiment été une grande mademoiselle. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.